Quasiment 15 h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Cohérence et efficacité, c'est avec ces mots qu'Olivier Véran annonce l'ouverture des vaccins à tous les plus de 55 ans. Dès demain, un tiers de la population, mais attention uniquement avec AstraZeneca et Janssen. L'autre mesure, c'est un espacement plus grand entre les deux doses de vaccin ARN. Elle a eu également ce premier entretien télévisé accordé par Christophe Leroy depuis sa sortie de garde à vue. Le témoignage de ce chef, dans la tourmente après les accusations d'organisation de dîners clandestins, a été très attendu. Il se livre sur BFM TV, interview à suivre à 18 h et un extrait dans ce journal. Non à l'islamisation, inscription islamophobe parmi d'autres tagués sur un centre culturel qui sert de salle de prière à Rennes. Une enquête a été ouverte, des mots inacceptables pour Gérald Darmanin qui exprime toute sa solidarité avec les musulmans. Elisabeth II dit ressentir un grand vide. Ce sont les mots de son fils, le prince Andrew. Les obsèques du prince Philippe et l'époux de la reine auront lieu samedi prochain en petit comité à Windsor. L'occasion de revenir sur le rôle hors norme de la monarque, toujours soutenue de pas derrière elle par le prince consort jusque-là. Reportage long format dans quelques minutes. On élargit la vaccination. Tous les plus de 55 ans peuvent désormais se faire vacciner. Dès demain, c'est l'annonce du ministre de la Santé avec l'AstraZeneca, mais aussi le Janssen, le tout nouveau vaccin à une dose. Pour les autres vaccins, les vaccins ARN, l'espacement entre les deux doses est rallongé pour privilégier les premières injections. L'objectif est clair, accélérer vraiment. David Dunal. Attention, je pique. Dès demain, tous les Français de 55 ans et plus pourront être vaccinés, même ceux sans comorbidité. Ils pourront bénéficier du vaccin AstraZeneca et du tout nouveau vaccin Janssen qui ne nécessite qu'une seule injection. Objectif, vacciner plus rapidement un nombre plus important de personnes, car pour l'heure, seuls 15,74% des Français ont reçu une première dose. On sait que quand on aura suffisamment de population vaccinée, on pourra commencer à alléger plus facilement les mesures barrières, les fermetures des commerces, on pourra réouvrir la société, mais il faut au moins arriver à 50%. L'accélération de la vaccination a pour but de faire baisser la pression sur les hôpitaux. C'est une bonne chose parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les malades à l'hôpital, ils ont autour justement de 55 ans, ce sont une population active majoritairement et qu'il faut rapidement qu'on embraye sur une population de plus en plus jeune si on veut pouvoir, comme ça a été bien expliqué, reprendre un semblant de vie d'avant. 12 390 000 Français ont entre 55 et 69 ans et sont donc nouvellement éligibles à la vaccination. Sur ce marché, les personnes concernées accueillent cette nouvelle positivement. Je suis content parce que apparemment nous, fallait qu'on attende un peu, fallait qu'on attende la mi-mai, je crois, un truc comme ça. Et donc, c'est bien que tout que ce soit accéléré. Là, voilà. C'est une très très bonne nouvelle parce qu'en fait finalement on attendait ça depuis longtemps. On attendait que nos catégories d'âge arrivent. Donc voilà, donc moi je bien évidemment je vais tout de suite aller me faire vacciner. C'est une bonne nouvelle, comme je disais. Et puis dès que je vais pouvoir le faire, je vais me faire vacciner et puis voilà. La deuxième annonce faite par le ministre concerne l'accès aux vaccins Pfizer et Moderna. Les plus de 70 ans peuvent actuellement en bénéficier. À partir du 16 avril, tous les Français de plus de 60 ans pourront y avoir accès. Troisième annonce faite par Olivier Véran, l'espacement entre les deux doses des vaccins ARN Pfizer et Moderna est modifié. Il sera de 42 jours à partir du 14 avril contre 21 à 28 jours actuellement. Cet allongement de l'espacement entre les doses doit permettre de vacciner plus rapidement avec les doses disponibles. 1 800 000 personnes supplémentaires pourraient ainsi être vaccinées. Ça va permettre d'avoir plus de primo-vaccinés. Il faut absolument accélérer, et notamment du fait de la tension hospitalière, il faut que la vaccination impacte plus sur le nombre de contaminés. Et donc l'idée d'espacer avec une efficacité équivalente est une bonne mesure. C'est ce qu'ont fait les Anglais. Il y a une stratégie plus ambitieuse et qui a porté ses fruits. Le gouvernement vise les 20 millions de primo-vaccinés au 15 mai et 30 millions au 15 juin. En direct avec nous, Olivier Bouchot. Bonjour, vous êtes infectiologue et chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Vaccinés, on le voit, toujours plus de personnes, également de cibles, ou presque pour le moment. Est-ce que ça veut dire qu'on est déjà en train de mettre de côté cette stratégie de priorisation des publics les plus vulnérables ?
Écoutez, disons que la stratégie est maintenant double. On continue de vacciner les publics les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont à plus de risque de faire des formes graves. Et maintenant, on ouvre la voie à la vaccination plus large des personnes non particulièrement vulnérables, mais qui sont malgré tout à risque et de l'infection et quand même aussi de faire des formes graves, parce que on le dit assez souvent actuellement, le profil des personnes qu'on voit en réanimation actuellement est beaucoup plus jeune que celui qu'on voyait lors de la première et de la deuxième vague. Et donc, quand on dit qu'on ouvre à la population générale non spécialement vulnérable des plus de 55 ans, c'est vrai, mais ce n'est pas complètement vrai, puisque on voit de plus en plus des personnes sans facteur de risque très particulier qui font des formes sévères, voire graves. Alors l'autre annonce du ministre de la Santé, c'est l'espacement entre les 2 doses pour les vaccins ARN. Il passe de 4 à 6 semaines, une façon de gagner du temps en profitant de la protection que procure la première injection. Qu'est-ce que ça change du coup dans les centres de vaccination? Anthony Lebos est allé à Saint-Étienne. À partir du 14 avril, l'allongement du délai entre les 2 doses sera appliqué, mais ici on ne sait pas encore comment ça va se passer. On a interrogé le coordinateur, l'infirmier coordinateur de ce vaccinodrome de Saint-Étienne. C'est encore un peu flou pour lui et il se pose 2 questions. La première, est-ce que tous les primo-vaccinés seront concernés par cet allongement du délai entre les 2 doses ou bien seulement ceux qui recevront leur première injection à partir du 14 avril? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il va falloir reporter tous les rendez-vous pris pour la deuxième injection? Si c'est le cas, comment faire? C'est encore un peu flou. Nous, on a réussi à joindre l'Agence régionale de santé qui nous indique attendre encore les instructions du ministère de la Santé qui devraient être transmises dans la journée. Donc ça devrait se décanter et se préciser dans la journée. En tout cas, le ministre de la Santé, Olivier Véran, justifie cet allongement du délai entre les 2 doses de 28 à 42 jours à partir du 14 avril. Ça va permettre, selon lui, de vacciner plus vite, d'avoir plus de doses, environ 1,8 million doses en plus pour vacciner à partir de la mi-mai. Pourquoi une telle décision? Eh bien, selon les autorités sanitaires, la moyenne d'âge des personnes vaccinées baisse. Le taux de vaccination des personnes les plus fragiles de plus de 70 ans est suffisant. Et donc, selon les autorités sanitaires, il n'y aurait pas de risque de diminution de la protection à l'issue de cette première injection en ce moment. Précisons toutefois que ce délai de 28 jours peut être conservé pour les personnes les plus fragiles, mais sur avis médical. Olivier Bouchot, sur quelle étude se base-t-on pour justement affirmer qu'on peut désormais prendre ce virage de stratégie? On sait que l'Angleterre, depuis le début, permet d'espacer de 6 semaines ces 2 doses de vaccin ARN. En France, sur quoi on s'est basé? Alors, d'une part, il faut bien prendre conscience que ce vaccin contre la Covid n'est pas un vaccin particulièrement exceptionnel qui tomberait de la Lune. Et dans les règles habituelles de la vaccinologie, on sait que l'espacement des doses est plutôt bénéfique, au-delà même du bénéfice que ça va apporter de faire plus de primo-vaccination, mais au-delà de ça, espacer les doses, ça permet d'avoir une immunisation qui est plus solide et qui est plus durable dans le temps. Tout ça sera vérifié dans le temps, mais c'est déjà une règle de base en vaccinologie. Et par ailleurs, on a maintenant le recul de ce qui a pu se faire dans d'autres pays et qui montre que l'espacement des doses ne pose aucun problème en termes d'efficacité. Et donc, c'est le bon sens d'avoir évolué dans ce sens-là. On était un certain nombre à prôner cette disposition depuis bien longtemps et je vois avec satisfaction qu'on y vient maintenant et on aurait pu espérer y venir un peu plus tôt. C'est ça, on y vient, mais ça prend du temps. Il y a près de 11 millions de personnes en France qui ont été vaccinées, en tout cas qui ont reçu la première injection. Ça fait à peu près 16% de la population. Alors on entend le président dire il faut vacciner matin, midi et soir. Juste un exemple à vous donner au Stade de France, par exemple, qui a été tant vanté cette semaine par le gouvernement. On est dimanche et donc ce dimanche, eh bien, il ne fonctionne pas. C'est un symbole quand même. Pour vous donner une idée de la France par rapport aux autres pays du monde, on est 10e. On va peut-être voir cette carte. Voilà, on est 10e mondial. On peut dire que la France est à la traîne. C'est en tout cas ce qu'on dit du côté du Rassemblement national. Écoutez.
On est en train de payer aujourd'hui dans le pays le Waterloo vaccinal. On accélère, moi je m'en réjouis. Je regarde que Emmanuel Macron vaccine encore aujourd'hui beaucoup moins que le roi du Maroc, qu'on est derrière l'Uruguay, qu'on est derrière le Chili, qu'on est derrière des pays comme la Serbie ou comme la Grande-Bretagne. Donc si ça s'accélère, et c'est très bien, il faut que ça s'accélère, je dis tant mieux. On fait beaucoup d'images avec les vaccinodromes, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les pharmaciens, ils n'ont pas de dose, que les médecins, ils n'ont pas de dose, et on voit bien que nous sommes gouvernés par des irresponsables. Avec nous en plateau, Thomas Soulier du service politique de BFM TV. Finalement, pourquoi l'exécutif veut accélérer à ce point la campagne de vaccination dès demain? Faire du chiffre et encore faire du chiffre. Voilà l'objectif martelé par l'exécutif et surtout atteindre les objectifs fixés par Emmanuel Macron. 20 millions de vaccinés mi-mai, 30 millions mi-juin. Pour cela, l'exécutif accélère, vous le disiez, tout en prenant un virage. D'abord accélère en effet, avec la population cible qui s'agrandit. Mais attention, une précision qu'on vient d'avoir à l'instant concernant le Johnson & Johnson, ce sera plutôt en fin de semaine plutôt que demain. Ensuite, le virage, c'est l'allongement du délai entre les deux doses qui passe donc à 6 semaines. Sauf que voilà, la Haute Autorité de la Santé le proposait, et ce depuis janvier. Et les Britanniques notamment le font, l'assument, en sont fiers même, et ce depuis le début. Pourquoi la France a-t-elle tant tardé pour accepter d'avoir un délai un peu plus long? L'entourage d'Olivier Véran assume en expliquant que désormais, les populations vaccinées sont moins âgées, avec un système immunitaire beaucoup plus solide. Par conséquent, il y a moins de danger à espacer ce délai entre les deux doses. Et donc, vous voyez, tout cela, c'est pour que les chiffres grimpent, qu'il y ait beaucoup plus de primo-vaccinés au fil des semaines, car on le sait, le vaccin, c'est un salut sanitaire, mais c'est aussi un salut politique. Emmanuel Macron joue en grande partie peut-être, son éventuelle réélection à la présidentielle l'an prochain. En coulisses, un dirigeant de la majorité me résumait la situation avec cette petite phrase: l'an prochain, nous serons soit des héros, soit des crétins qui auront fermé les restos. Olivier Bouchot, on en revient à cette vaccination avec des doses d'AstraZeneca qui ne sera notamment pas utilisée en Moselle. Est-ce que cela pose problème? On sait que là-bas, le variant sud-africain est majoritaire, 35% en tout cas des cas de Covid. Est-ce que c'est une contrainte forte? Comment est-ce qu'on peut faire autrement? Alors, disons que la Moselle, c'est un cas très spécifique, avec effectivement une circulation relativement importante, non pas majoritaire, mais relativement importante, du variant sud-africain, dont on sait qu'il est moins sensible à l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Dans les autres régions de France, ça n'est pas le cas, puisque c'est le variant anglais qui est prédominant maintenant et qui est parfaitement sensible à l'AstraZeneca. Donc c'est une petite spécificité loco-régionale, si je puis dire, mais qui n'empiète pas le reste de la vaccination en France. Il n'empêche que ça ne va pas améliorer la réputation de ce vaccin. On a quand même l'impression que le gouvernement cherche à refourguer, pardon pour l'expression, mais ce vaccin que pas grand monde ne veut, aux plus de 55 ans par exemple là. Alors, vous savez, il y a une grande partie de communication. Le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est globalement assez sûr. Les complications de thrombose sont en fait des complications extrêmement rares. On ne peut même pas être absolument sûr qu'il y a un lien avec le vaccin, mais même si on admet qu'il y a un lien, c'est un risque extrêmement faible. Et donc la balance bénéfice-risque par rapport aux bénéfices qu'apporte la vaccination, avec une efficacité qui se révèle finalement plus importante que celle qui avait été annoncée par les études initiales. Donc il faut absolument qu'on arrive à tourner la page de cette mauvaise presse faite autour de l'AstraZeneca, qui reste un vaccin tout à fait utilisable et recommandable. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour les plus de 55 ans qui, on le rappelle, pourront donc être vaccinés avec ce sérum dès demain en France. Merci Olivier Bouchot d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes infectiologue et chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. On en vient à présent à cette enquête qui se poursuit concernant l'organisation de dîners clandestins, avec une question qui intéresse particulièrement. Y avait-il des ministres invités, notamment à la table de Christophe Leroy, ce chef au cœur de cette affaire scandaleuse? Il a été placé en garde à vue. Elle a été levée en fin de semaine et il s'explique pour la toute première fois à la télévision. C'est à voir sur BFM TV, entretien complet à 18h. Voici un extrait tout d'abord. Aujourd'hui, je vous dis que c'était une erreur de le faire et j'assume. Et si je suis condamné pour cela, je ferai face. C'est une erreur, il n'y a rien de grave, j'aurais pas dû le faire, surtout dans la tête, vue de l'extérieur.
Il ne s'est rien passé au Palais Vivienne. Mais on en fait. Je peux comprendre le ressenti. Le palais, le caviar, le champagne, le cuisinier du show business. Et on en fait. Je peux comprendre. Et quand vous dites « j'ai commis une erreur », mais c'est quoi cette erreur? Parce que c'est mal perçu. C'est très mal perçu. C'est maladroit. Le président a parlé la veille. Il y a eu un coup de... La preuve, d'ailleurs, on a eu des annulations la veille. Beaucoup de gens qui étaient prévus ne sont pas venus. Donc oui, il n'aurait pas fallu le faire. Il aurait fallu annuler cette conférence. Mais vous ne vous dites pas réunir 38 convives à un dîner en pleine pandémie, et donc en période de confinement, c'est une énorme erreur. D'abord, c'est chez Pierre-Jean Chalençon, son appartement, c'est son lieu privé. On parle de palais, mais avant tout, c'est son lieu privé, c'est chez lui. Il y vit. Il a voulu montrer son lieu, ainsi de suite. Et moi, j'ai amené mon savoir-faire. C'était pas le bon timing. Mais quand le gouvernement préconise maximum 6 personnes, y compris en famille, voilà, et que vous réunissez 38 personnes plus le personnel, vous comprenez qu'il y a une erreur. Vous avez raison, mais est-ce que beaucoup de gens ont des appartements de 565 mètres carrés? Je vous laisse la réponse. Voilà, l'intégralité de cet entretien, il l'a retrouvé à 18h sur BFM TV. Bonjour Mathias Tesson, vous suivez cette affaire, cette enquête. Ces justifications qu'on vient d'entendre, est-ce que ça tient la route ? Alors l'argument majeur, c'est de dire que ça se déroulait dans des domiciles privés et que donc c'était légal. Alors il faut reconnaître que là-dessus, juridiquement, effectivement, le domicile privé, c'est un sanctuaire. On peut faire à peu près ce qu'on veut, inviter 5, 10, 15, 20, 40 personnes. Il y a évidemment les recommandations du gouvernement, mais ce ne sont pas des injonctions. Mais dans le cas de Christophe Leroy, c'est un peu différent, parce qu'on rappelle qu'il organisait donc des dîners, soirées, repas tarifés avec un service professionnel. Donc on peut se demander si il n'a pas basculé à un moment entre l'événement privé et l'événement public, et donc potentiellement illégal en pleine pandémie. Et est-ce que toute cette activité était déclarée en bonne et due forme? D'ailleurs, dans certaines invitations qu'on a pu consulter, Christophe Leroy, il dit bien, en tant que dans le cadre d'une formule de politesse, il dit « cher client ». Alors effectivement, ça laisse un peu songeur. Juste un mot sur les suites, du coup, de l'enquête. Oui, dans les prochaines semaines, l'instruction, elle va se poursuivre avec probablement des auditions de témoins, de participants, l'analyse des perquisitions également. On sait que la comptabilité du chef a été saisie. Les enquêteurs vont devoir réussir à prouver qu'il s'agissait peut-être d'une activité clandestine. Ils vont essayer aussi de voir si l'activité, les salariés étaient déclarés. Et puis ils vont essayer de vérifier aussi par ailleurs s'il existait bien un partenariat commercial entre le chef et les convives, donc qui se manifesterait éventuellement par le règlement d'une addition à la fin du repas. Alors ce dîner, on en parle beaucoup parce qu'il y avait eu ces dires concernant d'éventuels ministres. Bon, ça semble quand même s'effondrer. Il n'empêche qu'il y en a d'autres comme ça, des déjeuners, des dîners clandestins. Tôt ce matin, par exemple, à Paris, dans le 20e arrondissement, des policiers ont été accueillis par des projectiles. Ils intervenaient pour contrôler un bar à chicha, plein de clients à l'intérieur malgré les mesures sanitaires en vigueur. C'est ce qu'annonce en tout cas la préfecture de police. Bilan, 2 interpellations pour jet de projectiles et 28 verbalisations pour non-respect du couvre-feu. On en vient à présent à ces mots qui blessent, non à l'islamisation. Voici par exemple le genre de tags islamophobes qui ont été découverts sur le centre culturel Avicenne à Rennes, qui sert parfois de salle de prière aux musulmans. Il y en a une dizaine en tout de ces messages avec des références catholiques parfois, Charles Martel, Sauve-nous, ou encore les croisades reprendront. Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale, toujours sur place pour les constatations. Réaction du ministre de l'Intérieur et des cultes, on va la voir ensemble. Ces inscriptions sont inacceptables, écrit Gérald Darmanin. Toute ma solidarité avec les musulmans de notre pays. Il se rend sur place cet après-midi. On est à 2 jours du début du Ramadan. On en vient à présent à cette question. À quoi ressemblera la prochaine élection présidentielle? L'année prochaine, c'est le duel Macron-Le Pen qui reste haut sur l'affiche, en tête au premier tour dans tous les scénarios. En tout cas, c'est ce qu'annonce ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Et à droite, c'est Xavier Bertrand qui est pour l'instant le mieux placé. L'autre enseignement, c'est que Marine Le Pen, vous allez le voir, l'emporterait face à n'importe quel candidat de gauche si le scrutin avait lieu aujourd'hui. Mais elle perd toujours face à Emmanuel Macron et Xavier Bertrand. À la vue de tout ça, peut-on dire qu'il y a vraiment des gagnants au vu de ce sondage pour 2022? Écoutez l'éclairage de Thomas Soulier du service politique. Pour tous les prétendants, ce sondage, il est mauvais, il est inquiétant. Pour la gauche, d'abord, c'est une bérésina.
aucun candidat ne passe la barrière des 10%, sauf Jean-Luc Mélenchon qui arrive seulement à 11%. Pour la droite, ensuite, vous le disiez, seul Xavier Bertrand arrive à passer la barrière des 15%, mais loin, très loin même, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Aucun candidat de droite n'arrive au second tour. Emmanuel Macron, ensuite, c'est inquiétant aussi pour lui, parce qu'il n'est pas en tête au premier tour dans 6 situations sur 10. Et attention, l'écart, on vient de le voir au second tour, est très faible avec Marine Le Pen. Enfin, Marine Le Pen, elle n'est pas donnée gagnante au second tour, sauf si elle affronte Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot. Et ces deux options-là, on le sait, pour l'instant ne sont pas privilégiées. Bref, personne ne ressort gagnant de ce sondage, mais restons plus que prudents, car jamais sous la Ve République, un sondage, un an avant, n'a réussi à donner le résultat du scrutin. En 2011, en avril 2011, c'était Dominique Strauss-Kahn le favori. En avril 2016, c'était Alain Juppé le favori. Et in fine, aucun des deux n'a été candidat. Outre-Manche, à présent, on parle du dernier adieu de la reine Elisabeth II et de sa famille au prince Philippe, décédé vendredi. Il sera enterré samedi prochain, sans faste, à Windsor, des obsèques privées. Laura Calmus, on vous retrouve, vous êtes notre correspondante à Londres. On n'a pas l'habitude, évidemment, de voir la reine fendre ainsi son armure. Et pourtant, elle a déclaré, c'est son fils qui rapporte ces termes, le prince Andrew, elle a déclaré, la reine, vivre un grand vide dans sa vie. Oui, absolument. C'est le prince Andrew, donc son fils, le fils de la reine et du prince Philippe, qui, à la sortie d'une messe d'hommage à Windsor, a donné des nouvelles de la reine. Alors, vous l'avez dit, elle dit ressentir un grand vide dans sa vie après la mort de son époux. Elle est plongée dans ses pensées, dit-il. C'est comme ça que je dirais. Alors c'est assez rare pour la famille royale de donner un petit peu des informations, de s'exprimer, de partager ses émotions. On l'a vu hier également avec le prince Charles lorsqu'il dit « My dear papa, mon cher père me manque énormément ». Mais c'est un peu comme dans toutes les familles aussi. Quand elles se réunissent, que ce soit pour des gros événements, des mariages ou des enterrements, cela peut raviver des tensions. Et pour les obsèques du prince Philippe, il y a également une personne qui est particulièrement attendue. C'est le prince Harry qui est aux États-Unis, qui devrait arriver dans les prochaines 24 heures et tout le pays aura les yeux rivés sur les retrouvailles entre le prince Harry et son frère, le prince William. Les Britanniques espèrent un peu d'accalmie. Ils espèrent que les deux frères vont pouvoir se réconcilier et qu'ils apparaîtront unis le jour des obsèques de leur grand-père. Alors on le sait également que la femme du prince Harry, Meghan, n'assistera pas aux obsèques officiellement parce qu'elle est enceinte et qu'elle ne peut pas voyager, mais difficile de savoir si ce n'est pas aussi parce qu'elle n'est pas prête à affronter le clan Windsor quelques semaines après cette interview retentissante avec Oprah Winfrey. Dans tous les cas, la date et le lieu des obsèques ont désormais été dévoilés. Les funérailles auront lieu samedi prochain à Windsor, à la chapelle Saint-Georges, en petit comité à cause du contexte sanitaire. Il y aura seulement 30 personnes puisque les enterrements sont limités à 30 personnes et la famille royale n'échappera pas à la règle. Merci beaucoup Laura, en direct de Londres pour BFM TV. Un être vous manque et tout est dépeuplé. L'illustration de la reine Elisabeth II qu'on a plutôt l'habitude de voir à travers sa main de fer. Elisabeth II, les secrets d'un empire. Reportage long format à retrouver dans une trentaine de minutes maintenant à 16h sur BFM TV. 15h24, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette vaccination annoncée par Olivier Véran dans le journal du dimanche. Vaccination des plus de 55 ans dès demain, notamment avec des doses de AstraZeneca. On vous donne tous les détails dans quelques minutes. À tout de suite. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Sebel. Sebel, fabricant français de portails, stores et pergolas sur mesure.
Dacia Spring à partir de 89 € par mois. Précommandez-la et réservez votre essai en concession ou sur dacia.fr. Notre pain et nos viennoiseries sont cuits sur place, chaque jour, et toujours à prix bas. Et ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher sur Internet. Et oui, sur aramisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur votre voiture neuve. Et on vous la livre à domicile sans supplément. Aramis Auto. Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant? Le but de mon travail à moi, c'est d'apporter des solutions à mon sociétaire. Monsieur Rivaud, vous allez bien? Notre rôle, c'est de mettre notre sociétaire au cœur de tout. C'est de retrouver une vraie relation humaine, les accompagner dans leur vie. C'est prendre du temps pour eux et être à leur écoute. Mais également être là en cas de sinistre. Je pensais pas du tout que ça arriverait, quoi. Être présent, être présent, être présent. C'est ça, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout. Les idées vivent en nous. Elles nous transportent. Elles se nourrissent de notre imagination. Puis, elles doivent être partagées pour améliorer le monde, le rendre plus incroyable. Ce sont ces idées qui construisent le futur. Nouvelle Audi RS e-tron GT, 100% électrique. Le futur nous anime. Audi. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Stink meaner, my demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Wine mixer, mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Flipper. Young Felipe, moving like a GTA, but not CJ, more like Tommy. Dobby, facts. Spacey homie, you can call me Drax, playing every single track, and you know it's about to start. Pour installer la version 12.4T, c'est facile. Il faut d'abord avoir la version 12.3C. Sauf si, bien sûr, vous avez déjà la version 12.3D. Et là, il vous suffira simplement de télécharger la tuile KB5674. Nibellis. Avec notre solution PRH 100% cloud, fini les mises à jour pour être toujours à jour. Avec Nibellis, c'est si simple de faire simple. Il faudra simplement télécharger la version 3 KB5674. Parce que les protéger aujourd'hui, c'est aussi protéger leur avenir. Toute la gamme Volvo est disponible en hybride rechargeable. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame? Je reviens Madame? te chercher. Ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Regardez la météo avec Wurtmodif, le spécialiste des vêtements professionnels. Des nuages et des pluies pour ce dimanche, surtout des Pyrénées jusque sur les régions de l'Est, sur les régions du Nord-Est, avec cette bande nuageuse qui traverse le pays et qui a tendance à se décaler vers l'Est. Donc des précipitations soutenues sous ces nuages et on a quelques averses également présentes actuellement sur le Nord-Ouest. Pour la journée de demain, eh bien, on va retrouver cette dégradation plus à l'Est, près des frontières du Jura jusque sur la Corse. Localement, des pluies soutenues de la Côte d'Azur jusque sur la Corse, de la neige sur les reliefs
Ailleurs sur le littoral méditerranéen, ce sera plus ensoleillé, mais au prix d'un vent qui soufflera assez fort, et on conservera encore les traces de cette dégradation de ce dimanche des Pyrénées jusque sur l'est du Massif central ou encore sur le Lyonnais. Ailleurs, ce sera plus calme, plus ensoleillé aussi, mais quelques flocons pourront voltiger sur les Hauts-de-France. Dans le courant de l'après-midi, la dégradation finit de s'évacuer sur les Alpes, sur la Corse, moins de précipitations que le matin, mais encore beaucoup de nuages. Ailleurs, un ciel variable, nuages et éclaircies qui se partageront donc le ciel, et les nuages qui seront un peu plus nombreux du Cotentin jusque sur la Lorraine, avec localement du grésil et quelques flocons possibles. Un coup d'œil à vos températures, de l'air plus frais, le retour des gelées, moins 3 degrés à Reims, moins 1 degré au Mans, 2 degrés à Paris, 7 à Marseille, 11 à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, des valeurs en baisse au sud. Il fera 9 degrés à Lille, 12 à Paris, 14 à Marseille, 17 en Corse. Vous avez regardé la météo avec Wurtmodif, le spécialiste des vêtements professionnels. Il est 15h30 sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Tous les plus de 55 ans, dès demain, pourront être vaccinés. Et le délai entre l'administration de 2 doses de vaccin ARN sera rallongé de 2 semaines. Annonce du ministre de la Santé aujourd'hui dans le journal du dimanche. Les Français de plus de 55 ans recevront dans un premier temps des injections au sérum d'AstraZeneca. Alors faut-il y voir une façon d'écouler ces doses d'AstraZeneca? AstraZeneca, le vaccin, souffre toujours de sa mauvaise réputation malgré son efficacité avérée contre le Covid. Certains centres manquent toujours de volontaires. C'est ce qu'on verra à Beauvais notamment. Nous vous proposerons un extrait du tout premier témoignage de Christophe Leroy depuis la levée de sa garde à vue. Le chef, entendu dans le cadre d'une enquête sur des repas luxueux donnés illégalement, notamment à son domicile. Des ministres étaient-ils présents le 1er avril? Interview à suivre en intégralité à 18h dans BFM TVSD. Et un extrait dans ce journal. Et puis un être vous manque et tout est dépeuplé. C'est un peu ce qui se passe au sommet de la monarchie britannique. La reine Elisabeth II dit ressentir un grand vide dans sa vie après le décès du prince Philippe. Il avait 99 ans. L'occasion de revenir sur le rôle hors norme de la monarque, toujours soutenue justement par le prince consort. Ça sera votre long format à 16h. Mais avant cela, cette nouvelle phase dans l'accélération de la vaccination contre le Covid-19. Hier, près de 11 millions de Français avaient reçu une première dose et plus de 3,6 millions une seconde. Olivier Véran annonce aujourd'hui dans le journal du dimanche la vaccination dès demain, dès plus de 55 ans, même sans comorbidité avec le sérum d'AstraZeneca. Un élargissement de l'accès au vaccin qui complète la prochaine étape, le 16 avril, des plus de 60 ans qui pourront aussi recevoir des doses de Pfizer ou encore Moderna. Que pensent les plus de 55 ans concernés donc par cet élargissement des cibles vaccinables à partir de demain? Reportage de Clément Gauvin, Anthony Lebos avec Alizé Boissin. Jackie est fromager sur ce marché d'Île-de-France. Âgé de 57 ans, il ne souffre d'aucune comorbidité et pourtant à partir de demain, il pourra, comme toutes les personnes de 55 ans et plus, se faire vacciner sans condition. Si on peut se faire vacciner, c'est important que tout le monde soit vacciné et puis après on oubliera peut-être ce Covid un petit peu. Malgré quelques méfiances envers le vaccin britannique, c'est une bonne nouvelle pour les personnes concernées. À partir du moment où il y a un vaccin disponible, il faut y aller parce que c'est, comme je disais, c'est un devoir collectif. Parce que si on veut effectivement que les commerces rouvrent, si on veut qu'on puisse aller dans les salles de spectacle, retrouver notre vie d'avant, on n'a pas de choix. Donc je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Très bonne nouvelle. Déjà ça, par rapport à notre métier, on a toujours du monde qui nous entoure, donc on est obligé d'être vacciné, on n'a pas d'autre solution. Près de 12 millions de personnes auront accès à la vaccination. Seule condition, prendre rendez-vous dans les centres spécialement aménagés, chez un médecin traitant ou auprès d'infirmiers. Bonjour Yves Buisson, merci d'être notre invité. Vous êtes épidémiologiste, président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine. Est-ce qu'il faut y voir une volonté d'écouler ces doses d'AstraZeneca qui souffrent de sa réputation pour ce vaccin ? Non, je crois que c'est un mauvais procès de présenter cette décision de cette façon. Ce qu'il faut voir dans cette décision, c'est la nécessité urgente d'améliorer la couverture vaccinale de la population. On a commencé, ce qui était logique, par vacciner les personnes les plus à risque de faire des formes graves, des hospitalisations et le risque de mourir de Covid-19. C'était la
la première phase avec une priorisation des personnes à vacciner qui était justifiée aussi par le faible nombre de doses de vaccins dont nous disposions. Mais il faut bien voir que maintenant l'objectif pour sortir de cette crise, c'est d'atteindre une couverture vaccinale élevée dans la population. Quand je dis élevée, c'est de l'ordre de 80%. Et pour ça, il ne faut pas traîner. Il faut utiliser toutes les doses que l'on a pour vacciner le maximum de personnes le plus rapidement possible. Donc il ne s'agit pas d'écouler les vaccins, il s'agit de vacciner les personnes qui ont besoin d'être vaccinées, qui acceptent d'être vaccinées. Il n'y a aucun risque à vacciner les personnes de plus de 55 ans avec des vaccins comme AstraZeneca ou comme Janssen. Donc il faut y aller. Et je crois que tous les débats qui sont organisés autour de cette décision sont stériles, puisque l'objectif, encore une fois, c'est une couverture maximale, une couverture vaccinale maximum en un minimum de temps. Vous comprenez qu'on se pose quand même la question, parce que Olivier Véran, dans les colonnes du journal du dimanche, précise bien que les plus de 55 ans à partir de demain seront vaccinés uniquement avec de l'AstraZeneca. Alors pourquoi pas avec d'autres sérums si l'objectif c'est de vacciner à tout va avec tout ce qu'on a sous la main? Eh bien, il s'agit de répartir autant qu'on peut, puisqu'on n'a pas encore suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde en quelques semaines. Hein. Donc, on est bien obligé de répartir les vaccins, puisqu'il y a eu des signaux relativement inquiétants concernant le vaccin AstraZeneca pour des personnes de moins de 50 ans, plutôt de sexe féminin, et avec un certain nombre de risques de faire des accidents thromboemboliques, eh bien, il a été décidé de réserver ce vaccin chez les personnes de plus de 55 ans pour qui ce risque n'existe pas. Alors qu'on ne discute pas, on se fait vacciner, ce vaccin est très efficace, le vaccin AstraZeneca. Donc le mauvais procès qui a été fait à ce vaccin vraiment pour des signalements qui sont rarissimes ne doit pas ralentir cette campagne de vaccination. Il faut que les personnes de plus de 55 ans se fassent vacciner sans aucune arrière-pensée. Le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Janssen qui sera bientôt disponible sont très efficaces et cela ne souffre aucune discussion. Yves Buisson, vous restez avec nous. Il y a un autre changement qui a été annoncé par le ministre de la Santé, Thomas Soulier, c'est l'espacement entre 2 doses pour les vaccins ARN qui est rallongé. Oui, c'est un changement de braquet étonnant mais stratégique. Étonnant car Olivier Véran n'a cessé de marteler depuis des mois qu'il ne fallait pas trop espacer ces 2 doses. Étonnant également car en coulisses, la France a toujours critiqué les Britanniques qui font cela depuis le début. Étonnant aussi parce que la Haute Autorité de la Santé a dit dès janvier: faisons-le, espaçons ces 2 doses pour qu'il y ait encore plus de primo-vaccinés. Mais voilà, étonnant certes, mais stratégique. Si l'exécutif fait ce choix, c'est pour 2 raisons. Une raison officieuse, une raison officielle. La raison officielle est avancée en coulisses par l'entourage d'Olivier Véran qui considère que désormais les personnes vaccinées sont un peu moins âgées, un peu plus jeunes, avec un système immunitaire un peu plus, on va dire, solide. Et donc il y a moins de danger à espacer les doses. Et puis raison officieuse, c'est qu'il faut faire du chiffre. Et il faut surtout atteindre l'objectif du chef de l'État, qu'il y ait 20 millions de vaccinés, primo-vaccinés mi-mai, 30 millions mi-juin, et tous les Français qui le veulent soient vaccinés avant la fin de l'été, donc avant sûrement le 21 septembre. Plus qu'un objectif, c'est devenu aujourd'hui une obsession au sommet de l'État. Merci Thomas Soulier. On l'a vu, la couverture vaccinale donc élargie, c'est l'objectif du gouvernement qui passe la seconde. Et peut-être que si vous êtes concerné, vous l'avez remarqué, la prise de rendez-vous pour les publics qui sont éligibles à la vaccination peut être longue, fastidieuse. Les créneaux disponibles changent parfois d'une heure sur l'autre. Vous allez voir que François Luce et Anne-Sophie Varmont ont testé pour nous cette prise de rendez-vous, que ce n'est pas toujours aisé. Ils nous donnent tout de même quelques astuces. Pour prendre rendez-vous pour la vaccination sur Internet, nous endossons le rôle d'une personne prioritaire et cliquons sur l'onglet « Plus de 70 ans ». Alors actuellement, il est 14h et il n'y a plus de rendez-vous disponibles dans le département de l'Aude, que ce soit sur Doctolib ou encore sur Vite-ma-dose. Alors qu'il n'y ait pas de place maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans 20 minutes, dans 1 heure ou même ce soir. Ça dépend des livraisons des doses, mais également du jeu des annulations. C'est ce que nous a confirmé le centre de vaccination de l'Occitanie,
que nous avons contactés. On reçoit des appels des gens qui annulent, qui ne vont pas pouvoir se déplacer à leur rendez-vous. Là, il n'y a peut-être pas de rendez-vous à 14h52, peut-être qu'à 14h55, il y en aura. Preuve que tout va très vite, il est maintenant 16h, on est 2 heures après le début de notre enquête. Et actuellement, sur Internet, eh bien, pour le département de l'Aude, il y a des créneaux de vaccination disponibles. Alors rappelez-vous, tout à l'heure, on vous disait qu'il n'y avait plus aucune possibilité sur le département. Eh bien, en 2 heures, tout a changé et on peut prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner. Alors tout ça, c'est ce qu'il s'est passé pour nous au moment de notre tournage. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas plus de facilité ou alors plus de difficulté à prendre votre rendez-vous de vaccination. 2 conseils dans tous les cas pour vous aider. Tout d'abord, eh bien, multiplier les sites internet que vous allez consulter, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes créneaux de disponibles. Et aussi appeler les centres de vaccination, puisque certains proposent aussi des créneaux par téléphone. Cette stratégie vaccinale pourrait en revanche ne pas s'appliquer dans 4 territoires français où le variant sud-africain est très présent. Il y a les DOM-TOM, mais il y a aussi la Moselle. La haute autorité de santé estime que le vaccin d'AstraZeneca ne doit pas y être utilisé car il n'est pas assez efficace contre cette mutation du Covid-19. Yves Buisson, justement, on vous pose la question. Pourquoi est-ce que ce vaccin d'AstraZeneca ne fonctionne pas face à ces variants sudafricains ? Pourquoi ? C'est parce que le variant sud-africain est moins sensible, effectivement, que les autres, est moins sensible aux anticorps développés par la vaccination par AstraZeneca par rapport aux autres vaccins. Donc on préfère utiliser dans cette région, en Moselle en particulier, où le variant sud-africain sévit, un vaccin plus efficace. Mais cela ne veut pas dire que le vaccin AstraZeneca n'est pas efficace du tout, il est moins efficace. Donc c'est une décision d'adaptation qu'il faut saluer, qui est très bonne. Je crois qu'on est dans une situation épidémiologique très mouvante, où il faut comprendre que les décisions venant de l'autorité sanitaire bougent, ne sont pas définitives, s'adaptent à la réalité des choses de jour après jour. Alors effectivement, ça met un peu les médecins généralistes et le grand public un peu en difficulté parce qu'on ne comprend pas toujours ces changements de décision, mais je crois que c'est la réponse à une situation épidémiologique qui change très vite et à laquelle il faut s'adapter. Et en même temps, Yves Buisson, vous comprenez que quand on se met au niveau du grand public, on a le choix entre des vaccins ARN qui sont efficaces à plus de 90%, qui sont efficaces manifestement jusque-là face aux variants, et un vaccin qui l'est beaucoup moins. Vous comprenez que du moment qu'on a le choix, eh bien on préfère s'orienter vers les vaccins ARN ? Oui, bien sûr, dans la mesure où on est dans une région où circule le variant sud-africain, ce qui est le cas en Moselle, donc la question est réglée. Mais ailleurs, je crois qu'il ne faut pas céder à cette attitude un peu consumériste de dire moi je préfère l'ARN messager plutôt que l'adénovirus vecteur. Les gens n'en savent rien. Je crois qu'ils sont soumis à des tas de rumeurs qui souvent ne sont pas fondées. Je crois qu'il faut quand même faire confiance aux autorités. On ne cherche pas à faire du mal aux gens, on cherche à les protéger le plus efficacement possible avec les moyens dont on dispose actuellement. Je crois qu'il faut être solidaire et quand on propose un vaccin à une personne, eh bien, il faut accepter ce vaccin parce qu'on ne lui propose pas du poison, mais on lui propose le moyen d'éviter une maladie mortelle. Et c'est cela qu'il faut rappeler. Je crois qu'on peut faire confiance dans tous les vaccins qui sont actuellement sur le marché. Alors, bien sûr, il y a des adaptations qui sont nécessaires, mais dans l'ensemble, les vaccins que l'on a sont tous très efficaces. Il y a 1 an, on ne pouvait pas imaginer qu'on aurait des vaccins aussi efficaces contre la Covid-19. Merci beaucoup Yves Buisson d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui en direct sur BFM TV. Je le rappelle, vous êtes épidémiologiste et président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine. Pour vaincre le Covid-19, il y a donc l'élargissement de la couverture vaccinale. Il y a aussi les autotests annoncés par Olivier Véran dans le JDD qui seront mis en service toute cette semaine à venir, avec l'objectif également de renforcer son utilisation en école. La vaccination également dans les centres de vaccination est un accélérateur indéniable de la campagne, mais dans certains lieux qui proposent ce fameux sérum d'AstraZeneca, on retrouve parfois avec des stocks sur les bras. C'est le cas à Beauvais où on vous retrouve Thomas Herman. Vous êtes dans un gymnase, le gymnase Ambroise, et là-bas, beaucoup de doses disponibles et beaucoup moins de candidats à la vaccination. Oui, puisque hier, 120 personnes se sont fait vacciner dans ce centre de vaccination. Aujourd'hui, on est au même chiffre, à 120 personnes. AstraZeneca n'attire
Pas vraiment grand monde. On est avec vous, vous êtes président du SDIS, bonjour. Pourquoi il y a eu très peu de candidats à se faire vacciner hier et aujourd'hui? Alors en fait, nous avons eu une dose exceptionnelle d'AstraZeneca pour ce week-end. Nous avons informé à partir de jeudi soir et vendredi. Hier, nous avons eu 120 personnes à être vaccinées dans ce centre qui s'est monté rapidement. Et aujourd'hui, à 7 heures, nous sommes à 128. Donc on a augmenté sur la base de la matinée par rapport à la vaccination d'hier. C'est le manque de communication, ça, AstraZeneca aussi, il y a beaucoup de doutes. C'est quoi le problème selon vous? En fait, c'est une ouverture à la vaccination des plus de 55 ans sans avoir réservé sur Doctolib. Les gens peuvent se déplacer librement et effectivement, peut-être que c'est le bouche à oreille qui a manqué. Mais l'information quand même circule parce qu'on a malgré tout eu 120 personnes et 128 aujourd'hui. Donc le message, c'est que si on nous écoute en ce moment, on peut venir chez vous se faire vacciner. C'est encore possible aujourd'hui? Tout à fait. Vous avez la possibilité de venir sans rendez-vous à partir du moment où vous avez plus de 55 ans. Bon, il y a beaucoup de pédagogie à faire quand même quand on vient chez vous, quand on a des doutes avec AstraZeneca. Votre rôle aussi, c'est de faire ça auprès des personnes qui veulent se faire vacciner? Oui, nous avons 2 médecins qui sont à disposition pour vérifier également les problématiques d'allergie et puis qui donnent des renseignements sur le vaccin. Et après, nous avons 4 infirmiers qui ont également une compétence pour accompagner, conseiller et puis pratiquer la vaccination. Bon, merci beaucoup et bon courage. C'est vrai qu'on a une grande capacité ici à vacciner dans ce gymnase. Il y a 8 box au total, il n'y en a que 2 qui sont utilisées aujourd'hui. Le département de l'Oise avait reçu des dotations supplémentaires pour ce week-end et la semaine prochaine. Il y a en tout 3000 doses supplémentaires pour le département. Ici, on avait 1400 doses pour la semaine. On voit qu'on a des doses, on a très peu de candidats au vaccin AstraZeneca. Il y a de la place, c'est sans rendez-vous ici. Les candidats qui peuvent se faire vacciner, eh bien, c'est toutes les personnes de plus de 55 ans sans comorbidité. Merci beaucoup Thomas. Avec Alexia Ferret, il y a du travail encore de pédagogie à faire, mais écoutez, les médecins, c'est un besoin aussi, ce vaccin AstraZeneca, dont l'efficacité a été prouvée. Dans l'actualité, également cette enquête qui se poursuit concernant l'organisation de dîners clandestins, avec une question qui intéresse tout particulièrement. Y avait-il des ministres qui y ont participé? Pour le savoir, il y a un témoignage très attendu, c'est celui du chef au cœur de l'affaire, Christophe Leroy. Il a d'ailleurs été placé en garde à vue au cours de la semaine. Il s'explique pour la toute première fois à la télévision. Ça se passe sur BFM TV. Entretien complet à retrouver à 18h. Principalement, quelle personnalité j'avais servi. Et j'ai dit devant les policiers ce que j'avais dit quelques heures avant. Je n'ai jamais servi des membres du gouvernement depuis les mois passés. Jamais, jamais, jamais. Je vous le dis droit dans les yeux. Il n'y a eu aucun membre du gouvernement, pas plus ministre que secrétaire d'État ou autre. Donc voilà, ça je l'ai dit à plusieurs reprises. L'audition a été longue, on est arrivé à 10h, on est reparti vers 18h30, 19h. On a été très respectés, très bien traités, mais ils ont été très insistants sur tous ces points. L'intégralité du témoignage, ce tout premier témoignage très attendu du chef Christophe Leroy est à voir donc ce soir à 18h dans BFM TV SD. Ne le manquez pas, des aides existent pourtant pour soutenir les restaurateurs notamment qui sont dans la tourmente depuis 1 an, depuis ces restrictions sanitaires et la fermeture de leurs établissements. Et pourtant, certains sont tentés, voire passent le cap d'enfreindre la loi. Qu'est-ce qui les pousse à agir de la sorte? Un restaurateur clandestin témoigne. Reportage de Hilal El Aflahi. Un restaurant clandestin, car son gérant n'a pas d'autre choix. C'est ce que nous raconte ce restaurateur parisien anonyme. Il a ouvert son établissement après la fin du premier confinement et n'a depuis jamais cessé son activité. Ne bénéficiant pas d'aide de l'État, il continue d'assurer 2 services chaque midi. Moi aujourd'hui, c'est plus de la survie qu'autre chose. J'essaye de faire en sorte à payer mon loyer, mes charges. Après, voilà, des dîners clandestins, les gens restent à peu près 10 minutes attablés pour manger et puis après ils partent. Je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais personne ne m'aide à payer mes loyers ou mes charges. Déjà contrôlé une fois, son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative de 15 jours. Pas de quoi le faire changer d'avis. J'ai pas le choix. C'est soit ça ou soit je mets la clé sous la porte et je me retrouve à la rue.
Les professionnels du secteur craignent que les agissements de quelques-uns jettent le discrédit sur l'ensemble des restaurateurs. C'est totalement ridicule, c'est totalement irresponsable. On donne une très mauvaise image du restaurateur parce que malheureusement, c'est notre métier qui est englobé dans cette démarche. Le porte-parole du collectif de restaurateurs Restons ouverts rappelle qu'il existe des alternatives à la fermeture. On a le droit d'ouvrir en click and collect. Donc nos établissements, pour certains, sont ouverts. Nous faisons du click and collect. Donc le lien, on le garde avec nos clients. Selon le ministère de l'Intérieur, en un peu plus de 5 mois, plus de 7300 restaurateurs ont été contrôlés à Paris, donnant lieu à plus de 300 contraventions pour ouverture illégale. Et il y en a au quotidien pour les policiers, ce type d'intervention dans des restaurants clandestins, pas plus tôt que ce matin, encore dans le 20e arrondissement par exemple. C'est la préfecture de police qui communique là-dessus. Alors ça s'est mal passé, hein. Les policiers ont été accueillis par des projectiles alors qu'ils contrôlaient un bar à chicha. Le bilan, le voici, vous le voyez, 2 interpellations donc pour ces jets de projectiles. Et sur le fond, 28 verbalisations pour non-respect du couvre-feu. 15h50, c'est l'heure de votre chronique santé.